Bonjour, c'est Philippe Fulsac. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler euh, d'un phénomène que vous connaissez bien, à savoir le phénomène des marées. Et je vais vous parler du phénomène des marées et de leur calcul et de leur prédiction. Donc, vous connaissez sans doute bien le phénomène des marées. Vous savez peut-être que c'est un explorateur grec qui s'appelle Étéas, qui aurait décrit pour la première fois de manière scientifique les marées. Étéas, explorateur grec parti de Marseille pour explorer le Grand Nord, qui est revenu avec des histoires fantastiques euh, d'un pays où le soleil, où il fait nuit tout le temps, et où les glaces recouvrent la mer. Euh, imaginez, euh, imaginez comment l'histoire a dû être reçue et imaginez si on a pu ou non le voir. En traversant quelques siècles, il faut arriver à la fin du XVIIe siècle pour trouver la première explication scientifique du phénomène des marées. Comme vous le savez sans doute, cette explication scientifique est due à Isaac Newton, qui propose, en fait, qui découvre la loi de la gravitation universelle qui stipule que tout corps s'attire avec une force mystérieuse mais bien réelle qui s'appelle la gravitation en raison inverse de la distance au carré entre ces corps et en raison inverse du produit de leur masse. Alors, en raison de cette attraction universelle, euh, chaque goutte d'eau de nos océans est attirée par la Terre, certes, mais aussi par les astres environnants, ou les astres en fait de l'univers, mais principalement deux astres, d'une part la Lune, qui est bien proche de la Terre, et d'autre part le Soleil, qui, en étant assez loin de la Terre, compense cette distance par sa gigantesque masse. Et c'est en effet ainsi que Newton va commencer son histoire. Après avoir prouvé que la gravitation pouvait expliquer le mouvement elliptique des planètes autour du Soleil et donc confirmer de manière éclatante les lois empiriques découvertes par Kepler, Newton se lance dans une série d'investigations pour appliquer cette fameuse loi de la gravitation. Et une de ses applications majeures, considérée comme un succès phénoménal à l'époque, c'est sa théorie des marées. Donc Newton commence par dire qu'il peut faire abstraction de toutes les planètes à l'exception de la Lune et du Soleil, et considère finalement un système à trois corps, à savoir la Terre, le Soleil et la Lune, et il commence à faire de la géométrie, utilise sa loi de la gravitation universelle et calcule finalement les forces que ces deux astres appliquent sur les masses d'eau. Il élabore ensuite, après avoir analysé ces forces, il déduit de cette analyse des forces, il déduit d'abord, il déduit des conséquences sur le mouvement des océans. Et en fait, il montre qu'il doit y avoir deux protubérances, si on veut, deux protubérances de chaque côté de la Terre, deux protubérances liquides qui font face à l'astre qui attire les masses d'eau, par exemple la Lune. Évidemment, il y a deux schémas. Un schéma où on regarde la Lune qui tourne autour de la Terre et un schéma où on regarde la Terre qui tourne autour du Soleil. D'accord? Puisque c'est bien ça qui se passe. Et évidemment, chaque astre a son influence. Euh, Newton démontre que le Soleil a une influence deux fois moins grande que la Lune. Et il fait donc ses calculs et il arrive à une théorie dite théorie statique des marées.
Cette théorie, est intéressante parce qu'elle parvient à expliquer pourquoi on voit des marées, on voit, 2 marées par jour dans beaucoup d'endroits, le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des périodes de grande marée ou des périodes de plus faible marée, et cetera. Donc il parvient effectivement à trouver un lien entre l'astronomie, d'accord? Donc chose majeure, l'astronomie et le mouvement des océans, d'accord? Ce qui est, évidemment une découverte, majeure. Et pourtant, cette théorie de Newton est, on peut le dire, aussi un échec cuisant. Pourquoi? Parce que les calculs de Newton ne sont pas précis. Newton, en fait, ne respecte pas ses propres lois, les lois de la dynamique. En particulier, il néglige totalement l'inertie due à la masse des océans. Et en fait, on peut dire que sa théorie, littéralement, est bancale. Alors, tout le monde n'est pas Newton et on va mettre un certain temps avant de comprendre réellement comment, comment régler ce désastre. Alors, on parle bien de désastre puisque dans la théorie de Newton, nous avons des prévisions qui ne sont pas du tout en accord avec, avec les amplitudes de marée que l'on peut effectivement observer sur Terre. Puisque la théorie de Newton va prévoir des amplitudes de marée, on va dire, de l'ordre de, on va dire, la vingtaine de centimètres. Or, si vous connaissez un petit peu votre géographie, vous devez savoir que dans plusieurs endroits au monde, les marées sont largement supérieures, l'amplitude des marées est largement, le marnage est largement supérieur à cet ordre de grandeur. Il suffit d'aller sur la plage et vous verrez bien vous-même qu'un marnage de quelques dizaines de centimètres est irréaliste, la plupart du temps. Vous savez même que dans certains endroits, les marées peuvent avoir une amplitude extraordinaire. Et en effet, j'habite à Halifax et à une centaine de kilomètres d'ici, 80 kilomètres d'ici, nous arrivons dans l'arrière-pays de la Nouvelle-Écosse, nous arrivons sur la baie de Fundy, qui est connue pour être l'endroit où l'amplitude des marées est la plus grande au monde. Il y a quelques endroits qui peuvent rivaliser, presque rivaliser peut-être avec la baie de Fundy. Il s'agit de la baie d'Ongawa, encore au Canada, située dans la baie d'Hudson. Et aussi, on peut mentionner aussi la baie du Mont-Saint-Michel, où effectivement les marées sont aussi très importantes. L'amplitude de ces marées dans ces endroits peut s'expliquer de diverses manières. Et en fait, pour pouvoir expliquer ce qui se passe réellement, il faut s'appuyer sur une théorie tout autre, qui est une théorie beaucoup plus générale, beaucoup plus ambitieuse aussi d'une certaine manière. C'est la théorie dynamique des marées qui est due à Laplace. On peut dire que Laplace, qui est devenu marquis, il a été nommé marquis éventuellement, c'était un des plus grands mathématiciens de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Il a fait un nombre de contributions énormes en mathématiques et en physique. Et en particulier, il a écrit son encyclopédie sur le système des mondes, où il traite à peu près de n'importe quel sujet physique que l'on connaissait à l'époque. Une véritable encyclopédie. Donc, dans la théorie de Laplace conçoit de modéliser les marées littéralement à chaque instant et sur chaque lieu du globe. Et il formule littéralement les équations dynamiques qui nous permettent réellement de calculer les marées et de faire des prévisions correctes des marées. Alors, il va effectivement se concentrer sur le port de Brest et il va balancer son port, c'est-à-dire qu'il va trouver effectivement
comment ajuster l'amplitude et la phase c'est-à-dire le retard de la haute mer sur le passage de la Lune, ou on va dire on va dire à son maximum à cet endroit, au méridien de cet endroit. Il va donc équilibrer ou balancer son port de Brest et démontrer que tous ces calculs peuvent s'appliquer à une prévision précise de la variation du niveau de la mer due aux marées dans le port de Brest. Et en effet, il s'agit bien de balancer son port puisque on parle d'équilibrer chaque goutte d'eau présente dans le port de Brest avec la somme des forces gravitationnelles qui s'exercent sur l'équilibre de la Terre. On parle de la Lune et du Soleil. Alors, donc, ces équations dues à Laplace vont fournir la base de tous les développements ultérieurs. En particulier, il faut noter que ces équations vont être développées notamment par Barré de Saint-Venant, qui écrira une forme des équations qu'on appelle les équations de Saint-Venant, qui sont des équations qui régissent finalement le comportement des marées, y compris non seulement en pleine mer, mais aussi au voisinage des côtes, quand on a des frottements qui interviennent. Évidemment, dans le cas de la baie de Fundy, on n'est pas en pleine mer, donc ces effets de frottement sur les bords, on appelle ça des effets de marée littorale, sont très importants. Donc, maintenant, alors évidemment, les conséquences pratiques de ces calculs de prévision sont immenses, n'est-ce pas? Donc, on veut pouvoir modéliser donc les variations du niveau de la mer dû aux marées, peut-être simplement parce qu'on veut étudier, par exemple, le réchauffement climatique et qu'on veut soustraire les effets dus aux marées. On veut pouvoir modéliser donc les changements de l'élévation du niveau de la mer sont peut-être dus au vent ou dans des endroits confinés comme des bassins océaniques. J'ai cité déjà le bassin de la baie d'Hudson, mais on pourrait citer la mer du Nord, on peut citer la baie de Fundy, etc. Donc, on veut pouvoir modéliser effectivement les marées en pleine mer ou les marées dans les zones littorales, les marées littorales. Et vous comprenez bien que toutes ces équations qu'on développe là, plus largement, on va pouvoir aussi les appliquer à des problèmes, par exemple, de calcul de niveau d'eau dans les plaines inondables, par exemple. Dans un contexte de réchauffement climatique, on comprend bien l'importance de la modélisation du niveau des eaux, des mers, des fleuves, et les équations que je vais vous présenter participent de cet effort général. On peut penser aussi, puisque je suis là dans un résumé général, disons, des applications possibles de cette équation, on peut penser à la modélisation des tsunamis. Hein. Effectivement, une perturbation du niveau des mers qui va se déplacer peut-être en suivant des guides d'ondes qui sont des hauts fonds océaniques et qui va ravager, on l'a déjà vu, certains endroits où les ondes vont se concentrer finalement, comme une lentille concentre les rayons du soleil à un certain endroit. Là, il va y avoir une focalisation sur certains côtes et on peut évidemment avec des calculs faire des prévisions de risque des tsunamis. Donc ces équations de déplacement, de propagation des ondes, soit en eau profonde, soit en eau peu profonde, vont être capitales. On peut penser aussi à la modélisation donc à l'effet de l'élévation du niveau de la mer. Et bien sûr, avec l'augmentation des fréquences des événements extrêmes, on veut pouvoir faire de la modélisation.
Mais comment développer ces modèles mathématiques de prédiction? Eh ben, justement, je vais vous en parler. Je vais vous parler dans cette lecture, je vais vous parler d'une méthode et je pense vous parler d'une méthode différente, peut-être plus simple, dans une autre lecture. Donc, j'en viens donc maintenant à afficher effectivement mon document que j'ai préparé pour vous. Donc, alors, on veut pouvoir modéliser l'élévation euh, euh, du niveau de la mer, on va l'appeler H autant T, peut-être en X et en Y, en deux points, en un point, une position de la surface du globe. D'accord? Alors d'abord, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'onde? Est-ce qu'on peut parler d'onde et est-ce qu'on peut parler de propagation? Effectivement, et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut modéliser les marées et leur propagation, par exemple dans un bassin ou même à l'échelle mondiale. Et on peut penser à la baie de Fundy, par exemple, ou à la mer du Nord, etc. Comment est-ce qu'on obtient ces cartes avec des points amphidromiques, avec des lignes quotidiennes? Comment est-ce qu'on fait des calculs? Alors, avant de faire tous ces calculs, parlons juste brièvement des ondes. Alors, ce qui se passe, c'est quand on regarde les équations de Laplace et puis de Saint-Venant, les équations de propagation, les équations donc de transport des masses d'eau, si on regarde donc les équations dites de Navier-Stokes et qu'on les étudie, on s'aperçoit qu'il apparaît une vitesse d'onde qui est en fait une vitesse qui est liée à la hauteur de la colonne d'eau et à la gravité. Et en fait, on a cette relation qu'on peut appeler une relation de dispersion. Et oui, ce qui va se passer, c'est qu'une perturbation de la surface des eaux qui est située donc dans une colonne d'eau de hauteur h, va se propager à la vitesse c carré. Ça, c'est simplement une conséquence du fait que quand on regarde les équations de la mécanique, donc de l'hydrodynamique en eau peu profonde, on peut simplifier au premier rang ces équations et on trouve une équation d'Alembert, exactement comme l'équation de vibration des ondes, une équation d'Alembert qui porte sur donc la hauteur d'eau et on s'aperçoit que la vitesse doit obéir à cette équation c carré égale g fois h. Alors, encore une fois, j'avais prévu de vous dessiner la Manche et de vous montrer ces lignes quotidiennes. Je le ferai peut-être ultérieurement, mais là, je vais me concentrer vraiment sur les méthodes numériques. Alors, voilà une méthode que je vais vous présenter. Vous allez voir que cette méthode est très intéressante. Et c'est une méthode dite d'éléments finis qui va nous permettre de suivre les harmoniques des différentes composantes ou notes, si vous voulez, notent les différentes résonances astronomiques de la propagation donc des ondes qui sont des ondes de marée. Et cette méthode va s'appliquer à n'importe quelle échelle. On peut l'utiliser près des côtes, on peut l'utiliser aussi euh, dans des bassins océaniques plus profonds. Alors, donc, cette méthode, elle a été développée par un chercheur français qui s'appelle Le Provost. Et il a commencé ses travaux il y a très longtemps, dans les années 70. Et crescendo, il a développé ses équations. Et c'est donc de cette méthode vraiment originale et très intéressante que je vais vous parler. Alors, on part donc des équations de Saint-Venant et on les formule en coordonnées sphériques. C'est logique de les formuler non pas en coordonnées cartésiennes, x et y, qui serait souhaitable dans un plan, mais de les formuler directement sur la surface d'une sphère qui représente la Terre. Donc A, dans cette équation, représente le rayon terrestre, U et V représentent les vitesses vers l'est, donc U, la composante de la vitesse vers l'est,
à latitude fixée, donc le déplacement d'une masse d'eau vers l'est, v, la vitesse de déplacement du verre d'eau, d'une goutte d'eau vers le nord, d'accord? Et vous avez donc l'expression en coordonnées sphériques des équations de transport en eau plus profonde. Alors, on voit simplement, avec un petit peu d'habitude, on s'aperçoit que ces termes-là sont les termes simplement, simplement qui expriment que le poids de la masse par l'accélération, c'est la somme des forces. Où est la masse par l'accélération? Ben, ça, c'est justement la conservation de l'impulsion, du moment de l'impulsion, de la quantité de mouvement, donc équation 1 et 2, qui sont des équations sur les composants de la vitesse U et V, d'accord? C'est pour ça qu'on a un ρ, le côté masse volumique qui est au dénominateur ici. A, c'est le rayon de la Terre, lambda, c'est la longitude, phi, c'est la latitude. Donc on repère à la surface A, R égale A, on repère les points par leurs coordonnées lambda et phi. Et on regarde comment varie le champ U, V et zeta. Zeta, c'est la perturbation de la hauteur de l'eau par rapport à une hauteur de référence. Et on a les effets des forces de Coriolis ici, donc là la vitesse de rotation de la Terre, oméga. Et on a un effet de force de frottement ici sur le fond avec la loi de Manning, donc qu'on voit en bleu ici. Donc en vert, effet de Coriolis, en bleu, effet des forces de frottement sur le fond, et finalement en rouge, les termes de forcing, les termes de forçage astronomique. La dernière équation, c'est la conservation simplement de la masse. Puisque si on diminue la colonne d'eau quelque part, il faudra bien que l'eau se retrouve juste à côté. Il doit être transporté. Donc là, on ne perd qu'une masse d'eau, d'accord? Si on la bouge, elle doit aller quelque part. Donc c'est l'équation simplement de conservation de la masse en coordonnées eulériennes sphériques. D'accord? Donc, je crois que je vous ai dit je vous ai parlé de tout là. Oméga, donc C, c'est le coefficient de frottement sur le bord. G, c'est évidemment l'accélération de gravité. Et P, c'est la quantité la plus importante, c'est peut-être P. Et P, c'est littéralement ce que nous imposent les astres. D'accord? Les astres, le Soleil, la Lune. Donc, on a P et tout simplement le potentiel. Donc, on a une force qui dérive d'un potentiel, effectivement, parce qu'on a le potentiel de gravité. Et donc, ce potentiel qu'on peut comparer littéralement à un potentiel électrostatique, hein, mais là, c'est un potentiel gravitationnel. Évidemment, il dépend des positions à chaque instant de la Lune, des respectives de la Lune, de la Terre et du Soleil. Et ce potentiel générateur de la marée, c'est le terme de forçage, très important. OK. Donc là, ce qui se passe après, c'est qu'il faut compléter ces équations avec des conditions limites, qui sont soit des conditions de Dirichlet, où on impose la hauteur d'eau sur une partie de la frontière du domaine qu'on veut étudier, ou des conditions de Neumann, où on impose une condition, par exemple, d'imperméabilité sur un bord. Là, je vous ai fait un petit exemple. On a une baie ici. Ah, j'ai oublié celui-là, ce morceau-là. Donc ça, c'est encore gamma 1. Vous avez gamma 2, là, en solide, gamma 1 en pointillé, et on va dire simplement que sur gamma 1, on impose Neumann, sur gamma 2, on impose Dirichlet. Ça, c'est les conditions classiques qu'on impose à des problèmes dits elliptiques. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, là, jusqu'ici, on va dire que à part le fait que nous opérons en coordonnées sphériques, qui rend les équations un petit peu plus compliquées que leur formulation cartésienne, on va dire, mais on va dire que là, on est encore dans l'espace-temps classique. Or, la méthode de Le Provost est vraiment originale dans la mesure où il va suivre à la lettre, finalement, la nature, du forçage astronomique. Puisque l'idée, c'est réellement la suivante. L'idée, c'est que ce sont vraiment les astres, la Lune et la position de la Lune et la position du Soleil, et leur masse évidemment, ce sont eux qui
impose les conditions de résonance et qui donc avec les masses liquides sur la Terre. Par conséquent, tout le spectre de forcing et les notes musicales qui sont possibles, elles sont réglées par ce potentiel générateur. Donc c'est ça l'idée principale de Provo. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va montrer qu'à condition de linéariser le système, on débouche sur une formulation approchée qui demande la résolution d'un problème, en fait, d'un problème d'acoustique, qui est un problème de Helmholtz, qui est posé sur une fonction à valeur complexe. Alors, rappelons ce que c'est qu'un problème de Helmholtz. On les trouve en acoustique et ce sont des équations donc de dérivées partielles très simples, puisque elles stipulent simplement que la variation donc de fonction d'onde, si on peut dire, bon, elle est accordée au nombre d'ondes k carré, et il faut résoudre delta psi plus k carré psi égale 0, où delta est un Laplacien, un opérateur elliptique qu'on appelle Laplacien. Aussi, noter ça comme ça. Donc, en quelque sorte, vous voyez que le problème de Helmholtz, c'est en quelque sorte un problème aux valeurs propres posé sur un opérateur linéaire du type delta. D'accord. Alors, notez bien, évidemment, il faut aussi imposer des conditions aux limites appropriées. Notez bien qu'on peut aussi traiter des problèmes comme celui de l'agitation de la houle dans les pores. Donc, encore une fois, il faut bien balancer son pore. L'équation de Helmholtz apparaît aussi naturellement dans ce contexte, l'équation de pente douce ou modèle dit de Berkhoff. Alors là, on a une équation de Berkhoff, elle a cette forme-là, et vous reconnaissez littéralement, pourvu que on change de métrique finalement, vous reconnaissez que cette équation-là est la même que celle-là, en essence. Voilà l'équation de Berkhoff. Donc, c'est une variante de l'équation de Helmholtz. Vous pouvez regarder Wikihydro, développement durable, pour vous donner, qui vous donnera une idée de l'équation de Berkhoff, ou simplement rechercher Berkhoff dans votre moteur de recherche préféré. Alors donc, reprenons maintenant, expliquons maintenant comment on va passer du domaine finalement, du domaine spatio-temporel au domaine fréquentiel. Alors donc, l'idée maîtresse, comment est-ce qu'on arrive à cette équation de Helmholtz? L'idée maîtresse, c'est celle de la place. La force qui s'exerce sur une goutte d'eau de l'océan est une somme d'effets qui se conjuguent. Donc, on reconstitue F, la force totale, tout simplement comme une force, une somme d'effets, une somme de forces d'origine différente. Dans sa théorie dynamique des marées, c'est ça que Laplace fait, et il est aussi capable de modéliser théoriquement la hauteur d'eau dans le port de Brest. On sait maintenant, Laplace n'en était pas conscient totalement, que le succès que Laplace a rencontré dans le port de Brest était en fait, en quelque sorte, un peu heureux. C'est pour ça que je dis que c'est un cas particulier, mais enfin, c'est un succès quand même phénoménal, certain. Ensuite, Lord Kelvin va reprendre, célèbre physicien de l'époque victorienne, donc on parle du milieu et de la fin du 19e siècle. Lord Kelvin va proposer plus tard d'appliquer la théorie de Fourier aux équations des marées, et il va en déduire qu'il peut construire, enfin il va construire, ou plutôt faire construire une machine, fameuse machine pour prédire les marées. Okay. Cette machine-là, on peut la voir dans certains musées, c'est une machine qui fonctionne avec simplement des roues, avec des bielles, et elle peut fonctionner tout simplement parce que la cinématique de la machine reproduit la décomposition modale finalement de la hauteur de marée dans un endroit donné. Après Kelvin, un autre mathématicien physicien britannique, un cousin en fait à George Darwin, va poursuivre cette idée et il va développer la théorie, ainsi d'ailleurs que Simon Newcomb, astronome réputé,
en fait, l'astronome le plus réputé de l'époque, probablement dans le monde entier, Simon Newcomb, qui, rappelons-le, a élaboré une théorie des planètes et une théorie du Soleil, qui a formé la base des éphémérides pendant une centaine d'années, de la fin du 19e siècle jusque dans les années 1970. Toutes les éphémérides étaient calculées à l'aide des éphémérides de Newcomb. Et on utilise encore d'ailleurs ces notations pour le calcul des marées. Rappelons que Simon Newcomb, c'est quelqu'un qui est né juste à côté d'ici, à Wallace, et que c'est donc un astronome néo-écossais, même si peut-être tout le monde le sait. J'ai parlé de Simon Newcomb à plusieurs occasions dans d'autres contextes. Finalement, c'est Doodson qui, en 1921, pousse le bouchon vraiment jusqu'au bout et propose une synthèse additive pure des marées. Évidemment, cela implique de traiter un grand nombre de termes et par exemple dans les programmes de régression qu'on utilise, on utilise communément 400 termes pour reconstruire donc les variations ou les séries temporelles d'élévation de niveau de la mer dans un port donné. Donc 400 termes, imaginez, évidemment, 400 termes sont assez difficiles à manipuler, ou quand je dis 400 termes, ça peut être aussi des milliers de termes. Mais aujourd'hui, et c'est sans doute pour cela que la théorie de Doodson a eu un grand succès, aujourd'hui ce n'est plus un problème puisqu'au XXe siècle et au XXIe siècle, on a évidemment des calculateurs, des ordinateurs, des machines à calculer assez puissantes. Donc en gros, quitte à le payer en nombre de paramètres, la synthèse additive devient la méthode reine. Mais d'accord, tout ça, ce sont les idées. Donc on comprend que la synthèse additive harmonique va nous permettre de paramétriser notre problème. Mais comment s'y prend-on réellement? Alors on commence justement par le terme de source. Et c'est ce terme de source, on va s'appuyer sur ce terme de source qui, donc d'après Doodson, dans la théorie de Doodson, est une synthèse additive, une somme de notes pures. Donc là, vous avez tout simplement un accord, si vous voulez. D'accord. La fréquence de chaque note, c'est oméga i, d'accord, et vous avez simplement un paramètre d'amplitude et un paramètre de phase. Mais là, littéralement, c'est un accord de musique. La musique est dictée par les astres, oméga i. Les oméga i sont donnés par Doodson. Donc tous les oméga, donc le spectre des notes, la gamme, si vous voulez, est donnée. Oméga, la gamme est donnée. C'est la gamme astronomique. On va dire la gamme astronomique de Doodson. D'accord? Et alors maintenant, étant donné que le terme ici, le terme de source, a donc un développement bien fixé, bien précis, d'accord, euh, euh, on connaît ces fréquences, elles sont tabulées, d'accord, ainsi que les amplitudes et les phases, d'accord. Et alors là, ce qui l'importe de comprendre, c'est que l'idée, c'est donc de se projeter ou de se placer dans l'espace de Fourier et finalement de modéliser l'amplitude et le déphasage au lieu de modéliser les fonctions elles-mêmes. Donc, on va se placer dans l'espace de Fourier et euh, on va évidemment utiliser le fait qu'on connaît la gamme. Mais ici intervient la difficulté, et c'est ça la difficulté majeure. C'est peut-être la difficulté qui explique pourquoi cette méthode n'est pas peut-être si populaire ou peut-être que tout le monde ne la comprend pas. Alors, les eaux, comment répondent les eaux à ces forces exercées par à ces musiciens, la Lune et le Soleil? Comment répondent les astres? Eh bien, les eaux répondent de deux manières. D'une part, dans l'océan, dans le plein océan, les marées sont linéaires. Donc, les eaux répondent simplement proportionnellement au potentiel de marée, littéralement. D'accord? Mais peut-être avec un certain décalage et un certain amortissement. C'est exactement le principe de la théorie de Laplace. D'accord? Cependant, et c'est ça la difficulté, près des côtes,
les marées littorales introduisent des effets non linéaires dus aux interactions avec les côtes et au frottement, notamment frottement sur le fond. On peut bien imaginer que les frottements en haute mer, d'accord, sont négligeables, puisque vous n'avez pas de cisaillement vraiment sur le fond est trop loin, d'accord. Vous avez donc des ondes superficielles, si on veut. Contre euh, là, euh, on a effectivement des effets très non linéaires à basse profondeur. Sans compter qu'il y a aussi tous les effets, évidemment, de réflexion, de diffraction. Bon, mais ça, ce ne sont pas forcément des effets non linéaires. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, la chose suivante, et on peut voir qu'il y a un problème, il y a une singularité au niveau des ondes, puisque, rappelez-vous, les ondes se déplacent à cette vitesse. D'accord? Donc, si vous faites h égale 0, d'accord, vous voyez que vous avez une indétermination, parce que la vitesse des ondes devient nulle. D'accord? Donc, vous avez donc un système singulier, et donc il nous faut en fait arriver à régulariser ce qui se passe au bord. Et en fait, c'est effectivement les effets de frottement qui effectivement réalisent cette désingularisation des équations des ondes près des bords. C'est pour ça que les marées, on peut les considérer comme un problème de raccordement entre un problème qui se passe, disons, en plein océan et un problème qui se place au bord. En fait, on peut penser à une situation qui est analogue à ce qu'on rencontre dans les équations de Navier-Stokes, puisqu'on a effectivement, on va dire, loin des frontières, on peut dire qu'on a un écoulement de l'air où la viscosité n'a pas d'importance. Tout ça, je l'ai appris quand j'ai étudié, notamment avec Monsieur Giraud à l'université Paris 6. J'avais d'excellents professeurs et un professeur qui était un expert, vraiment un expert mondial des écoulements turbulents. Et il a bien insisté, il nous a bien expliqué comment fonctionnait la dissipation de l'énergie dans une masse d'eau. Et évidemment, quand on regarde ça, effectivement, la rotation est générée en fait par des effets non linéaires sur le bord du domaine. Dans l'intérieur du domaine, on ne peut pas générer on conserve la vorticité dans les équations de l'air. Et tout ce qui se passe, tous les effets difficiles, on va dire, se passent dans la couche limite près des bords. Et c'est là que les effets de viscosité apparaissent et qu'on a une diminution drastique de la vitesse qui tend effectivement vers zéro, exactement comme l'équation des ondes, leur vitesse tendait vers zéro près des bords. Donc la dissipation de l'énergie aussi a lieu près des bords et aussi la génération de turbulences par le même effet a lieu principalement à cause de cette couche liquide qui peut devenir turbulent. Donc, on a donc ces deux côtés qui sont, d'une certaine manière, antagonistes. On a un côté simple ici et on a un côté un peu plus compliqué, même beaucoup plus compliqué ici. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration détaillée, mais je vais simplement vous dire donc l'idée générale. Donc, l'idée, c'est qu'on va décomposer, on va recomposer le signal comme une somme de signaux sinusoïdaux. Hein, et l'amplitude, ça va être une fonction. Donc, le mode L, on va faire une superposition de modes. Et chaque mode aura son amplitude et sa phase. Une fonction, donc, sur la surface du globe dans le domaine qu'on a choisi, en lambda et en phi, donc des fonctions de lambda et de phi. Donc, l'amplitude et la phase sont des fonctions de lambda et de phi, d'accord. Ça va, on arrive à facilement écrire les équations du courant de plein océan, mais ce qui va se passer, c'est qu'il faut rajouter des termes. Il faut rajouter des termes de bord, puisque avec les effets non linéaires, on rajoute des composantes qui sont non harmoniques comparées aux fréquences astronomiques. Donc, on va maintenant arriver à des notes qui ne sont pas des notes musicales près des bords. Alors, comment est-ce que c'est la partie difficile du modèle? Donc, ce que fait Provo plutôt, pardon,
Et il réussit à faire donc des calculs de perturbation en se basant sur une quasi-linéarisation de la loi de frottement quadratique de Chézy sur le fond. D'accord? Donc en regardant les équations de frottement, en faisant une quasi-linéarisation, finalement, on arrive à montrer que on peut effectivement, de manière approchée, quand même utiliser une synthèse additive avec des composantes de fréquence supplémentaires pour tenir compte des effets non linéaires au bord, essentiels. D'accord? Alors donc finalement, on va arriver à un système d'équations qui va porter sur les amplitudes et les phases. Donc là, vous avez l'expression, disons, habituelle, encore si on regarde juste la partie réelle, hein. Donc ça, c'est par exemple le potentiel de forcing, ça va être l'élévation, ça va être la composante est et la composante nord de la vitesse, et mode par mode. L, c'est le mode. D'accord? Voilà, donc ici, donc ça c'est un mode spatial. Alors que là, vous avez des modes évidemment temporels. D'accord? Donc là, ce que j'appelle CC, c'est la conjugée complexe, hein. Donc évidemment, le cosinus, s'exprime comme z plus z bar sur 2, hein. Et donc là, on introduit finalement des amplitudes complexes. Tous ces termes-là sont à la même fréquence, oméga i, donc j oméga it, j c'est racine de moins 1, et on a donc des amplitudes complexes qui apparaissent, i, alpha il, mu il et nu il. D'accord? Et donc, ces alpha, mu et nu sont les termes qu'il faut qu'on résolve. On doit avoir, ce sont nos nouvelles inconnues. Alpha, mu et nu. Alpha, mu, nu remplace, donc mu et nu remplace la vitesse et alpha remplace l'élévation. D'accord? Et donc, en faisant ça, on arrive maintenant à un nouveau système d'équations, maintenant dans l'espace de Fourier. D'accord? Et vous voyez qu'il s'agit d'un système d'équations linéaire, ici, les deux là. D'accord? Là, on a les termes de forcing, qui sont dus donc au potentiel astronomique. Et on doit rajouter, donc là, on a l'équation, ici, l'équivalent de l'équation de la conservation de la masse, mais dans l'espace de Fourier. D'accord? Et là, on a les conditions limites. Alors, comment fait-on pour résoudre ces systèmes d'équations? Ben, tout simplement, on élimine la vitesse et on fait exactement la même chose qu'on fait pour résoudre le problème de Stokes, c'est-à-dire qu'on fait l'élimination des paramètres de vitesse et on trouve, un système en, entre guillemets, pression. Ici, ce qui joue le rôle de pression, finalement, c'est l'élévation. Donc on trouve on appelle ça une capacitance, hein. Donc on résout mu et nu en fonction de alpha, et en fait on formule le problème juste en alpha, c'est-à-dire celui-là, là, d'accord, celui-là. Et ce problème en alpha, c'est un problème d'équation de Helmholtz, comme vous le voyez ici, d'accord. Vous avez bien une d lambda, donc une dérivée du premier ordre. H, c'est une dérivée encore, c'est un gradient par rapport à mu. Donc vous avez une divergence de gradient, donc ça c'est un Laplacien. Et là vous avez la partie k carré de l'opérateur de Helmholtz. D'accord? Donc vous arrivez à ça. Vous arrivez tout simplement à div de k, voilà, une équation en alpha, d'accord? Où alpha c'est l'amplitude complexe à résoudre dans notre domaine. Vous décomposez l'amplitude complexe par élément fini sur un maillage, par exemple un maillage triangulaire. On peut utiliser des éléments de Lagrange, par exemple des éléments de Lagrange P2, pour résoudre ce problème. La beauté des maillages triangulaires, c'est qu'ils sont instructurés, donc on peut respecter les formes de n'importe quel domaine, et ils se prêtent donc très bien à la discrétisation des domaines compliqués, tels qu'un bassin comme un bassin côtier, ou la mer du Nord, ou la baie d'Hudson, ou la baie de Fundy. D'accord? Et donc, vous avez vous écrivez cette équation différentielle de Helmholtz en formulation variationnelle et vous obtenez donc un système linéaire à résoudre. Vous résolvez le système et une fois que vous avez trouvé alpha,
vous pouvez reconstituer évidemment mu et nu, simplement en résolvant les deux premières équations A, alpha donné. Et là, on a F donné, alpha devient, ce terme-là devient maintenant un terme source, et on n'a plus qu'à résoudre une équation pour terminer la résolution du problème. D'accord ? Voilà, donc je vous ai expliqué donc comment on transportait finalement les équations du domaine spatio-temporel au domaine de Fourier. Et donc là, on a réellement une méthode où on découpe spatialement notre domaine par morceaux et où on retrouve pour chaque morceau le déphasage et l'amplitude de la place. C'est vraiment une méthode merveilleuse sur un plan conceptuel. Alors la conclusion, c'est que cette méthode est très fructueuse. Elle est due à un très long travail qui a été entamé déjà en 1970, imaginez. Donc j'ai en fait téléchargé plusieurs papiers qui me montrent, et c'est très intéressant de voir le progrès dans ces papiers. On commence sur la bonne idée, on améliore, et d'amélioration en amélioration, on arrive à des résultats fantastiques. Et en effet, si vous voulez bien regarder, par exemple, faire une recherche, par exemple, de Fabien, rechercher le nom de Fabien Lefebvre, qui a fait sa thèse avec Provost, sur Provost, eh ben, vous pouvez aussi regarder les travaux de Patrick Vincent, etc. Donc, il y a toute une kyrielle d'étudiants qui ont continué les travaux de Provost. Et vous verrez le succès de ces modèles. Alors, ces modèles, finalement, ont abouti à des codes de calcul qui permettent de modéliser les marées à l'échelle mondiale, littéralement, donc sur le globe entier. Par ailleurs, cerise sur le gâteau, et c'est maintenant disons, une tendance moderne très, très, très importante, en fait, un problème très important, c'est le problème de l'assimilation des données. En fait, puisqu'on a maintenant un code très performant et très flexible qui nous permet donc de modéliser correctement l'acoustique des marées, y compris des effets non linéaires donc de bord, sur les bords, donc sur les côtes, où vous pouvez raffiner par exemple votre maillage et gagner en précision. Vous avez aussi la possibilité d'assimiler des données ou des observations. Qui va nous donner ces observations? Eh bien, typiquement, on observe aujourd'hui le niveau des eaux à l'aide de satellites. La mission phare qui a commencé ce type d'exploration, c'était la mission d'altimétrie Topex-Poséidon. Donc là, vous avez un schéma rapide qui vous montre le triangle en présence. Donc vous avez les modèles, peut-être des modèles d'éléments finis spectraux tels que je les ai expliqués à la Provo. Vous avez les paramètres qu'il s'agit de déterminer, et vous avez des observations. Et donc, en utilisant des méthodes de type méthode adjointe, vous pouvez donc assimiler les observations pour en fait cerner les paramètres physiques les plus pertinents qui vont permettre au modèle d'être en adéquation maximale avec les observations multi-échelles des satellites, avec ce Poséidon. Vous pouvez aussi, évidemment, additionner les données dues, par exemple, à des jauges côtières. Donc, vous pouvez assimiler différents types de données avec ces méthodes lagrangiennes, type méthode adjointe, mais je vais m'arrêter là. C'est une autre histoire. Je consacrerai sans doute une autre lecture aux méthodes adjointes. Merci pour votre attention.